Ceux-là. Donc, je vous propose de continuer avec la deuxième partie de ce séminaire, Matérialité des technologies médiatiques, avec cette fois-ci l'intervention d'Arthur de Matos-Alves, professeur au département des sciences humaines, lettres et communications à l'université TELUC. Et Arthur donc intervient à partir du titre suivant, Théorie critique et philosophie de la technique, la praxis de la technique selon Andrew Feinberg. Arthur, donc c'est à toi. Merci de m'avoir invité de venir ici et d'être présent soit pour le début du séminaire et présentation de Boston, soit pour présenter un peu quelques liens entre la théorie critique, la philosophie des techniques et la pensée de Andrew Feinberg. Ça fait partie en fait d'un petit effort pour écrire un chapitre dédié à Feinberg. Donc je présenterai un peu quelques concepts des théories de Feinberg. Ce ne serait pas 100% complet parce qu'il y a énormément du point de vue des idées, il y a des liens incroyablement pertinents entre soit la théorie critique, l'école de Francfort qui précède Feinberg, soit avec la philosophie de la technique que je connais un peu mieux. Et la réponse de Feinberg à la philosophie de la technique, c'est vraiment ce que me intéresse le plus ici. Donc j'essaierai de mettre un peu l'accent sur l'influence notamment de la pensée de Marcuse et de Habermas dans la théorie de Andrew Feinberg. Donc, si vous connaissez Andrew Feinberg, un peu de son travail et de sa vie, je n'essaierai pas de présenter une biographie, il est encore vivant, pas faire n'importe quoi sur lui. Faire ancien étudiant de Herbert Marcuse, donc héritier par cette voie-là, soit de l'école de Francfort, mais aussi de la tradition, disons, si on parlait de tradition, de philosophie de la technique via Heidegger aussi, avec qui Marcuse a étudié, comme vous savez. Donc il est professeur à l'université Simon Fraser et chaire de recherche au Canada en philosophie de la technique et considéré un des plus importants philosophes de la technique de l'actualité. Donc j'essaierai de présenter quelques conseils de ces travaux les plus pertinents, comprennent en tout cas des études sur la modernité, la technologie et la technique, la tradition même de la théorie critique et la transposition de tous ces conseils dans un système de gouvernance démocratique. S'il parle à Québec, on n'a pas. Bill, il faudrait fermer les micros s'il y en a qui sont ouverts. Oh, tirer le micro. Ça fonctionne pas. On l'entend. Ah oui, merci. Okay. Merci. Parfait, merci. C'est aussi un peu dérangeant. Oui. Et donc la structure de cette présentation, c'est une structure assez simple. Donc je commencerai avec les racines, les origines de la critique, la rationalité aliénée qui sont à la base des théories d'Andrew Feinberg. Et je m'excuse en avance pour des coquilles et pour des erreurs que je peux faire en français. Après, j'essaierai de présenter les lignes les plus fortes de la philosophie critique de la technique de Feinberg, donc sa réponse aux philosophies de la technique précédente. Et après ça, une présentation des notions sur le concept de code technique, de sa théorie de la rationalisation démocratique ou subversive, comme il l'appelait auparavant, et finalement la théorie de l'instrumentalisation. Si on aura le temps, j'aimerais aussi présenter quelques critiques à l'approche de Feinberg, et notamment quelques critiques à sa lecture de Heidegger et de Jacques Ellul, notamment ce qui concerne les philosophies de la technique et la classification un peu simpliste que Feinberg présente soit de Heidegger, l'approche heideggerienne, soit de Ellul, etc.
mettre tous les deux dans le même sac. Je base ma présentation sur 3 livres que finalement je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité et le temps de lire avec un peu d'attention. Si ça m'arrivait depuis je ne sais pas quand. La philosophie de la praxis, c'est des livres en anglais, mais ils sont tous traduits en français. La philosophie de la praxis, repenser la technique et finalement pour une théorie critique de la technique. Sont 3 livres assez clairs, mais aussi assez denses du point de vue conceptuel, notamment la philosophie de la praxis, qui essaie de présenter les liens entre la théorie critique de la technique et la philosophie de la praxis de Marx, des manuscrits de 1844, Lukács, la lecture de Marcuse et les lectures de l'école de Francfort. En fait, la philosophie de la praxis explique assez bien comment ça se fait qu'il revient sur la théorie critique de la technique via Marcuse comme réponse à la philosophie, soit à la philosophie de la technique, soit à ce que Adorno appelait la théorie traditionnelle. Et on commence avec cette critique de ce qu'on peut dire de la rationalité aliénée avec Marx et Lukács, notamment via les concepts de réification et aliénation, le refus de l'antinomie entre théorie et praxis, l'affirmation d'une circularité de la culture et la présentation du sujet social comme l'accuse de dépassement des contradictions entre justement la théorie et la praxis, le travail et la matière, la rationalité et la valeur. On commence par finir avec l'idée d'une espèce de théologie de l'esprit. Marx notamment des manuscrits de 1844, met le monde physique et le monde social en parité dans le dévoilement, la compréhension de la totalité. C'est-à-dire, on pose ici l'idée, on présente ici l'idée que pour étudier la totalité, il faut refuser cette idée qu'il y a une différence entre l'esprit et le matériel, qu'il y a une différence entre la vie sociale, la vie symbolique et la vie de tous les jours, en fait, dans le monde de la vie. Donc, on commence déjà à refuser certaines dichotomies qui sont présentes, notamment chez Habermas, entre le monde de la rationalité technique, disons, et l'objectivité de la rationalité technique, et le monde de la rationalité communicationnelle. Dans cette idée d'une philosophie de la praxis, dans ce contexte de la philosophie de la praxis, on doit refuser, on ne peut pas affirmer cette dichotomie, parce que là, on ouvre un peu les portes à une idée de objectivité comme terrain exclusif des sciences et du monde matériel. Donc là, on rejette aussi avec ça il s'agit carrément de refuser l'idée d'une transcendance kantienne, l'existence d'une chose en soi qui ne peut pas à laquelle on ne peut accéder qu'avec la raison pure, complètement désincorporée de l'existence historique, de l'existence concrète des êtres humains. Cela vient bien sûr avec une affirmation de l'horizon de la finitude de l'existence humaine, et une affirmation du caractère historique et contextuel de la vie humaine. Donc la validité des concepts ne vient pas d'une objectivité pure transhistorique, mais elle est ancrée dans des conditions historiques, économiques, sociales, du contexte. L'idée de réification nous vient ici de Lukács et Marx, bien sûr, mais Feinberg utilise souvent le sens spécial qui est donné à la notion de réification par Lukács, c'est-à-dire l'adaptation des choses à la compréhension rationnelle formelle, à la prévision et à la maîtrise technique, c'est-à-dire des techniques objectivantes appliquées au-delà des limites, si vous voulez,
de la science matérielle. Donc, c'est-à-dire un refus des limites de la science matérielle qui fait que le monde de la vie est colonisé et réifié sous la loupe ou sous l'action de cette rationalité qui se voit soi-même comme pure. Même les rapports sociaux, dans ce contexte, deviennent des entités objectivées. Et donc le travail, par exemple, devient valeur, et une valeur économique. Le comportement, et notamment on le voit aujourd'hui, devient l'objet de la contemplation, de la transparence, à travers de la surveillance, par exemple, dans un système clos qui n'admet pas d'intervention créative humaine. Donc Lukács refuse tout ça en disant qu'il faut affirmer une ontologie sociale. On veut remplacer cette ontologie pseudo-objective par une ontologie sociale de la circularité, dont la circularité de la culture est en concept central. Donc, et là je cite Filberg, les choses sociales ne sont pas que des simples choses, elles sont impliquées dans les pratiques et les catégories qui donnent du sens à la vie sociale sont les catégories selon lesquelles on la vit. Et donc, pour Lukács et pour, par exemple, Weber, un processus comme le processus de bureaucratisation démontre un peu le côté irrationnel de ce projet de domination qui essaie de réduire la vie sociale, essaie de réduire l'existence humaine à des catégories rationnelles, formelles, ainsi, disons, aliénant la raison humaine de soi-même, désincorporant, disons, la raison de l'existence humaine. Donc pour cette transcendance d'antinomie entre valeur et fait, Filberg propose que, Filberg affirme que pour la philosophie de la praxis, l'action humaine a fait être l'être en tant que tel, et non pas seulement ces domaines particuliers que l'on considère généralement comme affectés par ses activités. Les valeurs, ça, je pense que ça c'est essentiel pour comprendre ce que Filberg veut faire avec la théorie critique de la technique, les valeurs ne se confrontent pas à une réalité sans norme, mais au contraire, elles représentent ses potentialités les plus élevées. Intervenir dans le champ des valeurs, c'est en fait intervenir dans la réalité concrète, la réalité matérielle. Et si on arrive, surtout en discutant les options technologiques, si on arrive à discuter les valeurs, les projets derrière l'innovation, par exemple, derrière les projets de domination via la technique, on arrivera peut-être à résoudre quelques problèmes avec l'imposition de cet projet unidimensionnel. Et voilà, là on arrive à cette critique de la rationalité instrumentale, la Zweck-Rationalität. On voit deux logiques sous-jacentes au paradigme instrumentaliste de l'action technique. D'un côté, ici Habermas et Weber sont très clairs. D'un côté, la rationalité technique instrumentale, et de l'autre côté, la rationalité communicationnelle et sociale. Filberg, bien sûr, refuse l'existence de deux logiques absolument distinctes. Et en lieu de ça, il veut affirmer qu'on ne doit pas séparer, on ne doit pas aligner ces deux aspects de la rationalité. En fait, les séparer, c'est déjà de concilier un peu, de concilier le terrain. Et en fait, de donner du terrain stratégique par rapport à les potentialités d'action dans le présent. Ça, c'est très clair aujourd'hui quand on lit n'importe quoi sur la vie politique ou la vie sociale. La plupart des fois, l'idéologie qui est derrière est rational choice theory, c'est la théorie du choix rationnel, qui présuppose justement qu'il n'y a qu'une seule forme de rationalité qui peut être appliquée à la solution à discussion des projets en société, y inclut des projets politiques.
Donc là, il revient avec une critique à Weber, une critique à Habermas, et à toutes les positions idéalistes, essentialistes et substantialistes de la technique via Heidegger et Ellul, à cause de ça. Ce qu'il dit, justement, ce qu'ils font, c'est d'établir une distinction toxique, disons, entre le monde vécu, les valeurs, et le monde de l'objectivité, de la pseudo-objectivité de la technique et de la science. Donc en faisant ça, on refuse déjà que le monde humain, que le monde des valeurs puisse avoir une intervention dans le monde de la rationalité pure des sciences et de la technique. Finberg, au fond, essaie d'approfondir cette idée de Marcuse selon laquelle la technique est socialement déterminée. C'est ça. Il faut démontrer comment elle est socialement déterminée. Il faut démontrer comment on peut la déterminer autrement, avec des pratiques sociales différentes. En fait, Finberg, il ne fait pas ça d'un seul coup, mais en fait, il critique une bonne partie de la philosophie de la technique du XXe siècle en disant justement ils font tous ça. Ils ont tous cette idée essentialiste. Ils voient la technique comme une sphère indépendante. Ils critiquent l'essence de la technique. Et là, cette idée de voir à Heidegger une critique de l'essence de la technique, il y a des lecteurs de Heidegger qui refusent complètement cette idée d'essentialisme heideggerien. Et il peut le remplacer, bien sûr, par les études sociaux de la technique, et notamment la tradition de STS et la tradition et la théorie de la Thérèse, notamment. Il voit là comme justement une approche beaucoup plus riche, beaucoup plus ouverte à cette interaction réseautée entre êtres humains et objets, entre valeurs et matérialité. Donc, Finberg appelle Heidegger, Ellul, même Borgman, il dit qu'ils sont des technophobes. Ils sont des essentialistes technophobes, ils sont des spéculateurs qui essentialisent la technique, qui se réfugient dans l'art, la religion ou la culture pour refuser justement de fusionner la question essentielle, la question de la circularité de la culture. Et donc sa critique, par exemple, de Habermas est un peu plus circonscrite, plus proche de la critique qu'il fait à Weber, qui selon lui voit dans la bureaucratisation comme la force du système technique, et donc revient un peu à ce qu'elle disait sur le système technique étant une force irrésistible, gigantesque, qui ne peut pas être résistée. Il affirme encore une fois que les intérêts sociaux, les valeurs culturelles influencent la mise en œuvre des principes techniques, donc il faudrait réformer la technique. Ne pas seulement postulant en une sphère communicationnelle ou une sphère isolée de l'influence de la technique, mais réformer la technique elle-même de l'intérieur. Donc il invoque pour ça, Marcuse et Habermas, et la critique de Marcuse par Habermas, ainsi que les possibles critiques marcusiennes à la position de Habermas via l'idée de Aufhebung, c'est-à-dire du dépassement de cette distinction qui ne sont pas très utiles pour réformer la technique. Donc, Marcuse affirmait contre Habermas et contre Weber, disons, si on doit y aller, qu'on doit mettre moins d'accent sur l'idée de domination, moins d'accent sur l'idée de contrôle et plus de focus sur comment intégrer la nature et le monde humain, la technique, suivant des formes plus démocratiques et moins totalitaires. Donc, si on revient à Habermas et la critique d'Habermas et à la position réformiste de la technique, c'est qu'il s'agit d'un espoir romantique, un mythe romantique,
parce que, selon Habermas, la rationalité technique se base sur une logique transhistorique, sur des lois naturelles, et la communication, les sciences humaines, l'interaction sociale se base sur des logiques tout à fait différentes et qui ne sont pas compatibles avec la logique, de la technique. Là, c'est vraiment, sont vraiment deux positions assez incompatibles, celle de Marcuse et Habermas. Et donc, Finberg prend le côté de Marcuse en affirmant oui, c'est vrai, la technique doit être réformée, elle est passive d'être réformée. Il faut refuser cette idée fataliste que c'est impossible de résister le système technicien. Il faut refuser la position de Lutz selon laquelle le système technique domine le monde de la vie et est impossible de résister. Donc il faut trouver des points de résistance complètement dehors le système. Il est écrit, c'est à repenser la technique, d'écrire comme Weber mais aussi comme Habermas, la science et la technique comme neutre et non sociale conduit à masquer les intérêts qui président à leur genèse et à leur application. Par conséquent, il a fort à croire que Marcuse considérait comme insuffisamment critique l'idéal défendu par Habermas d'un équilibre entre la rationalisation technique et la rationalisation communicationnelle. Donc là, Finberg prend le relais de Marcuse en disant qu'il faut dépasser, ça c'est encore en forme d'aliénation, donc il faut dépasser cet idéal habermasien d'une sphère communicationnelle. Et là, en lisant ça, c'est très clair que Finberg est assez proche des études sociales de la technique. C'est absolument clair qu'il affirme que l'étude de la technique dépend d'une étude de contexte et est forcément ancrée dans l'étude des pratiques techniques contextuelles, une analyse des pratiques concrètes, sans retomber dans ces notions un peu contemplatives d'une technique, d'une sphère technique et d'une notion de technique indépendante des pratiques, de la praxis sur le terrain. Et donc, pour faire le sur-somption de cette dichotomie, il faut essayer de faire il faut essayer de dialectiquement rapprocher les sciences, l'art, mettre moins, comme je disais tout à l'heure, moins d'accent sur la domination et le contrôle, essayer de réintégrer la nature et du monde humain. Ici, la notion de nature peut déjà être critiquée parce que notre conception de la nature dans la philosophie de la technique doit évoluer pour quelque chose qui est vraiment socialement construit elle aussi. Donc, il faudrait peut-être revoir un peu ces concepts. Et dépassement aussi la contingence historique du mode de production pour trouver une alternative dans la réforme, de la praxis technique. Pas de la technique en tant que système, mais de la praxis technique. Comment innover, comment intervenir dans le processus d'innovation, comment intervenir dans le processus de design, comment changer les valeurs des ingénieurs, des innovateurs, comment changer les discours sur la technique. Tout ça fait partie d'un changement de la praxis technique. Donc, via Marcuse, on trouve que Finberg adopte cette idée il y a des risques, certes, de la technocratie post-fasciste ou post-totalitaire, et Marcuse a pas mal étudié le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et le lendemain des totalitarismes. Donc il était très préoccupé avec l'unidimensionnalité de la société post-guerre. Et donc là, Finberg reprend cette idée, reprend cette préoccupation, cette négativité, disons, de la sphère, de la façon de faire de la technique moderne, c'est-à-dire du mode de production dominante.
Mais là, ça vient avec une critique à Heidegger. Il accepte l'idée de Heidegger que la technique a un impact ontologique, qu'il transforme historiquement la société et les sujets en lui imposant en lui imposant un dispositif de domination, mais il refuse le substantivisme. Il refuse cette idée que la technique est autonome, que la technique ne peut pas être dirigée. C'est tout à fait une idée que c'est assez controversé, cette interprétation de Heidegger. C'est pas tout à fait ce que Heidegger dit dans les Fragenarten. Donc il y a des problèmes avec cette lecture, mais ce qu'il dit sur Heidegger, c'est bon, la métaphysique engloutit les métaphysiciens, et ainsi se contredit la catastrophe terrible que constitue la modernité. Si on présente la modernité toujours comme catastrophe, c'est sûr qu'il n'y a plus que le désespoir absolu par rapport à l'existence humaine et notre avenir. Plutôt que de défendre des projets de réforme qui le conduiraient, selon lui, Heidegger, qu'à étendre encore davantage l'empire de la technique moderne, Heidegger en appelle alors à la résignation et à l'abandon. C'est comme ça qu'il traduit Gelassenheit ici. C'est tout à fait une traduction, c'est pas tout à fait la traduction canonique. Comme Heidegger l'explique dans son dernier entretien, seul Dieu peut encore nous sauver des forces aveugles de progrès. Et là, ce passage de Philibert démontre que ce qu'il veut dire, en fait, c'est que l'essentialisme nous mène toujours à des apories, à des désespoirs. C'est tout. Donc il veut son programme de réforme et un programme pour l'avenir. C'est un programme qui redonne l'espoir à la réforme de la technique et au changement du monde tel qu'on et des modes de production tels qu'on le connaît. Et donc là, on arrive à des propositions concrètes, à des propositions des théories de Philibert. Donc là, ici, vous voyez sa classification des théories de la technique. Il divise, il y a deux types de perception de la technique. Est-ce que la technique est autonome? Est-ce que la technique peut être contrôlée? Est-ce que la technique est neutre? Ou est-ce qu'elle contient des valeurs? Donc il dit que les positions déterministes affirment que la technique est neutre et autonome. C'est-à-dire que le système technique et les techniques dominantes à un moment donné, à un moment historique donné, déterminent la forme sociale, la forme des sociétés. Et là, on trouve ça chez Marx, on trouve ça chez, selon quelques auteurs, on trouve ça aussi chez Heidegger. Autres disent que la technique est neutre, mais elle peut être contrôlée. C'est ça ce qu'on entend très souvent. Si on arrive à contrôler l'évolution de la technique, si on arrive à diriger l'évolution de la technique, donc on peut la diriger selon notre programme politique plus ou moins libéral. Mais là, je trouve ça, c'est une position que, oui, on peut l'identifier avec le progressisme libéral, mais on peut aussi l'identifier avec le conservatisme le plus réactionnaire. Mais c'est une interprétation tout à fait spéciale que je fais avec ces phénomènes. Dans la deuxième ligne, on trouve qu'on a les autres deux positions, le substantialisme et la position de la théorie critique. Les positions substantialistes affirment l'autonomie de la technique, mais aussi l'idée que la technique contient des valeurs et porte des valeurs. Là, on peut identifier cette position avec Jacques Ellul et ses héritiers, comme par exemple Landenmann. Ce qui reste, c'est la théorie critique. La théorie critique affirme que, en fait, comme je disais sur Philibert, on peut faire des choix des valeurs et des choix de formes des formes de contrôler la technique, des formes de projets de société. Et là, le choix de valeurs va nous aider, disons, à prendre la technique comme une force émancipatrice, en lieu d'être une forme de domination. Okay. Donc là, c'est la caractérisation que Philibert fait des différentes théories, des différentes philosophies de la technique.
c'est une autre citation de Finberg, je conclus que partout les relations sociales sont structurées par la technique moderne. Il devrait être possible d'y introduire un contrôle plus démocratique et de remodeler la base technique. Contrôle plus démocratique et remodeler la base technique sont des expressions assez intéressantes, de manière à laisser davantage de place aux compétences et à l'initiative humaine. Là, vous voyez que comme c'est difficile de refuser les dichotomies technique-valeur, parce que même dans le sommaire de son programme, Finberg utilise déjà un langage qui renvoie à cette dichotomie. Donc c'est super difficile en fait de réintroduire cet holisme socio-technique dans une philosophie de la technique. Et je pense que c'est à cause de ça, c'est pas mal à cause de ça qu'on est un peu condamné dans la philosophie de la technique à toujours revenir sur Heidegger et le tour de linguistic tour. On est toujours condamné à ça. Et j'ai ajouté que ce Marx n'avait raisonné de la sorte qu'à propos de la production, c'était parce qu'en son temps, la production représentait le domaine d'application principal de la technique. Ça me rappelle la critique d'Ellul qui dit exactement le même sur Marx. L'enjeu de notre temps n'est pas le capitalisme, n'est pas la dichotomie capitalisme-socialisme. L'enjeu de notre temps est la technique. La technique comme enjeu du temps, c'est l'expression la plus pure de la position de Jacques Ellul. Donc là aussi, je trouve que Finberg est bien en héritier de toute cette tradition de la philosophie de la technique, bien qu'il refuse cet héritage ici et là. À mesure que la médiation technique se répand dans toutes les sphères d'existence sociale, les potentialités ouvertes pour la technique se démultiplient en même temps que ça accroît des contradictions techniques. Finberg affirme que, en fait, un peu comme Heidegger, si je peux être assez provocateur, merci. Oui, c'est voilà les limites pour les limites. Il affirme que là où est le danger, là aussi on trouve l'espoir. Ça, c'est la dernière phrase de la question sur la technique de Heidegger. Et donc là, mais en fait, Finberg affirme qu'il y a des opportunités, avec l'expansion de la sphère technique, on trouve des opportunités intéressantes pour avoir des petits groupes, des petites expériences sociales, des petits expériments qui peuvent nous démontrer qu'il y a d'autres potentialités pour la technique, même dans la sphère technique. Donc, bref, il faut en finir avec les généralités sur les contraintes technologiques, la rationalité instrumentale, l'efficacité, l'encadrement et autres catégories abstraites. Je propose ici, Finberg, une alternative concrète à l'approche qui est celle de représentants influents du essentialisme tels que Ellul, Borgman ou Heidegger. Donc là, c'est là que Finberg coupe avec la tradition de la philosophie de la technique en disant, en essayant de faire une synthèse en fait entre la théorie critique et la philosophie de la technique. Selon quelques de nos collègues dans le champ de la théorie critique et de la tradition marxiste, la philosophie de la technique reste encore une tradition réactionnaire et conservatrice qu'il faut dépasser et qu'il faut tout à fait refuser. J'ai trouvé ça plein de fois, surtout quand j'ai écrit mon article sur Ellul, parce que en fait, c'est difficile de lire, c'est difficile de revenir sur ces auteurs après une critique assez tranchante que celle de Marcuse et de Finberg. Donc, il faut que quelqu'un prenne un peu le relais de faire un peu la réhabilitation d'un auteur comme Ellul. Je ne sais pas si c'est mon rôle, mais il prend certes a better man than I. Et donc là, on arrive à les trois conseils essentiels de la théorie critique de la théorie de Finberg. Je commence par le code technique. C'est quoi le code technique? Donc, les codes techniques sont les aspects de ces régimes techniques qu'il faut interpréter comme le reflet direct de valeurs sociales significatives. Les codes techniques définissent l'objet
en termes strictement techniques, conformément à la signification sociale qu'il a acquise. C'est-à-dire que la construction sociale de la signification de l'objet technique et de l'utilisation, de la façon d'appropriation sociale de l'objet technique détermine comment finalement le encadre un peu la façon dont les objets techniques sont intégrés en société et sont interprétés même par les agents d'innovation en société. Donc ça nous présente des médiations sociales de la technique. Et le code technique est le résultat d'un processus de construction sociale de l'objet technique, et cela envoie bien sûr à Simondon, dans lequel celui-ci, l'objet technique, est modélé selon un horizon socioculturel changeable et l'intègre de façon presque invisible puisque négocie en continu. Le code technique opère en traduction entre le monde de la raison et le monde de l'expérience. Et ça, c'est une citation directe de Finberg. Encore une fois, il établit cette dichotomie entre le monde de la raison et le monde de l'expérience, bien qu'il refuse cette terminologie un peu aliénante. Le code technique établit la forme d'intégration de l'objet technique dans le milieu social en reliant le monde concret de l'usage et de la pratique technique à la sphère de l'efficacité et de la conception technique. Et après, on va revenir sur cette idée. Logiquement, l'artefact n'est jamais sans code technique, car toute création présuppose déjà l'existence de contraintes d'opération et des normes sociales faisant partie d'un régime technique. Autrement dit, chaque innovation doit joindre et s'intégrer dans un dispositif technique déjà établi dans le monde socioculturel en les empruntant des présupposés clés et des choix préalables. En conséquence, l'objet technique ne peut pas s'échapper à la logique sociale et à son environnement culturel. C'est-à-dire, il contient des éléments idéologiques, car les contraintes contextuellement essentielles de la société en sont internalisées. Si le code technique reste invisible dans le processus d'établissement de l'interdépendance ontologique entre la technique, l'humain et la nature, les changements socioculturels mènent à des mutations dans le code visible et ces mutations lui rendent visible. Le code technique est aussi sujet à des négociations et des réévaluations selon le changement des valeurs et des priorités économiques, politiques ou morales. Filbert nous donne notamment l'exemple de la chaudière à vapeur au XIXe siècle, dont les règlements et la création des codes techniques ont été indispensables pour mettre au point des codes de sécurité et en finir avec des explosions mortières pendant tout le XIXe siècle. Si vous voulez, c'est exactement ce qu'on a besoin pour les algorithmes et pour les intelligences artificielles. Un code technique qui enlève les risques les plus sérieux pour la société. Et là, je pense que je vais sauter un peu, parce que sinon, on n'aura jamais le temps de terminer. En général, les codes sont invisibles parce que, comme la culture elle-même, ils paraissent évidents. On ne discute jamais les codes techniques quand ils sont... on discute très peu parce qu'on s'imagine qu'ils sont définis par les créateurs des technologies, par des inventeurs, par des innovateurs. Mais en fait, non. Les innovateurs, il y a des contraintes dans le travail des innovateurs, il y a des contraintes sociales, politiques, économiques, et bien sûr des valeurs qui interviennent là-dedans. Et donc, si on accepte les présupposés, bien sûr, on doit accepter les codes techniques, mais si on refuse, ou si on trouve qu'il y a des alternatives, donc bien sûr, les codes techniques peuvent être changés. La culture économique n'est pas fixée une fois pour toutes, et les objectifs sociaux d'une population peuvent être, ça c'est encore une citation de Finberg, peuvent être satisfaits par toute une variété de moyens techniques. Il y a des alternatives. Et dans ces processus, il y a des potentialités qui peuvent apparaître dans le processus de construction des codes techniques. Et il faut que ces opportunités soient saisies par les acteurs. Et là, c'est vraiment ça le défi, je trouve, dans la théorie de Finberg. Qui sont les acteurs qui sont à la mesure de saisir l'opportunité? Et ça revient à une discussion sur la politique et le pouvoir aussi. Qui a le pouvoir? Qui peut saisir l'opportunité? Qui a la force
dans ce système d'innovation pour saisir le bon moment kairos du changement technologique. Et je pense que là, c'est la question centrale de tout ça. Et c'est bien les liens qu'on va discuter souvent sur la politique de la technique. C'est une discussion qui est reprise par Lang de Wiener, d'ailleurs, quand il discute, les enjeux sociaux des interventions techniques. Et là, on arrive à un deuxième concept, c'est la rationalisation démocratique. La rationalisation démocratique est une intervention dans le code technique. Rendre les codes techniques lisibles et visibles permettrait de mettre en lumière le processus de construction de l'achafaudage socioculturel de la technique et, en conséquence, sa mutabilité, sa permutabilité. Cette herméneutique du code technique souligne aussi l'importance coévolutive du code technique dans le changement social. Une fois cristallisé, le code technique devient législatif, devient mode de vie, devient forme de vie. La médiation opérative entre l'expérience quotidienne de l'objet technique et le contexte de sa création. Ensuite, des phénomènes de verrouillage technique, si vous êtes familier avec ce concept, c'est la fermeture des possibilités de changement des objets et des systèmes techniques, le verrouillage technique, et le phénomène de dépendance du chemin, c'est-à-dire la cascade d'innovation dépendante des dispositifs et des codes techniques préexistants. Le verrouillage technique et la dépendance du chemin s'installent et augmentent la difficulté d'apporter des changements significatifs aux dispositifs sociotechniques. C'est un dilemme, c'est un nom d'un auteur qui a formulé cette dilemme, mais j'oublie le nom. Ça va parler. La position constructiviste de la théorie du code technique conduit Finberg à la possibilité d'une rationalisation de la technique en société. Weber voyait dans l'inévitable contestation à la discipline industrielle la source d'un détour antidémocratique et irrationaliste potentiellement catastrophique, mais Finberg voit éviter le désespoir de ces déroulements dystopiques et dépasser la notion d'une rationalisation qui conduit inévitablement à la dystopie. Donc, encore une fois, il contredit la dichotomie fataliste en classifiant, et cela c'est assez pertinent, les aspects autoritaires de la technique comme, et je cite encore une fois, une dimension accidentelle de progrès. Et je trouve cette idée un peu, c'est troublant. Donc des résidus d'une société traditionnelle qui à peine commençait la transition à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Donc, est-il possible de démocratiser la technique? Oui, selon Finberg, oui, on peut le faire. Il dit qu'il nous en faut une nouvelle politique de la technique, où les groupes sociaux opèrent en retour réflexif sur la structure, qui les définit et les organise comme nous, en tant que patients, utilisateurs des systèmes informatiques domestiques, participants de liaison de travail, voisins de nos îles polluantes, nous en sommes des acteurs. Donc, Finberg affirme que reprendre le contrôle de ce système revient à reprendre l'autonomie affirmer et reprendre l'autonomie de l'action humaine. L'action humaine porte la promesse d'une démocratisation de la technique. La façon dont on peut arriver à cette idée d'une action humaine sur la technique libre, ça c'est assez problématique même chez Finberg. C'est pas super clair comment ça peut se passer. Du point de vue théorique, du point de vue disons, abstrait,
la théorie de l'instrumentalisation répond à cette question. Comment réclamer ces espaces de liberté dans un système qui semble tellement dominé par la logique instrumentale. Il dit, bon, en fait, on a deux moments, deux points où on peut dire que l'introduction de la technique, l'intervention de la technique en société, dans un premier moment, c'est le moment de l'instrumentalisation primaire, l'objectivation. On trouve ce qu'on peut dire des actions similaires à cette idée d'un système technique isolé abstrait. C'est-à-dire que l'objectivation est le moment d'une construction d'un système technique tout à fait abstrait et indépendant un peu de l'objectivité sociale. Donc le processus se déroule en quatre phases, dont deux sont, dont la définition est influencée par Heidegger et les autres deux influencés par Habermas. Donc, instrumentalisation primaire. Donc, Finberg évoque Habermas en distinguant l'instrumentalisation primaire de l'instrumentalisation secondaire de façon parallèle à la distinction de Habermas entre technique et monde du sens. L'instrumentalisation primaire présente 4 moments de réification de la pratique technique, dont les deux premiers s'inspirent de Heidegger et les autres d'Habermas, comme je disais. Le premier moment est celui de la décontextualisation. C'est une séparation artificielle du contexte qui procède à la fragmentation, à la transformation en réserve disponible et au dévoilement des potentialités techniques des matériaux. Ensuite, on procède à une réduction des matières à ses éléments les plus utiles et à ses qualités primaires par rapport aux dispositifs techniques auxquels ils seront attachés. Il s'agit d'un processus de formalisation et de quantification. Donc c'est le réductionnisme. Le troisième moment, donc autonomisation, dans le troisième moment, le sujet de l'action, ici je cite, le sujet de l'action technique se détache autant que possible des effets de son action sur les objets, effectivement s'aliénant des conséquences de ses actions sur les objets et l'ensemble des états. Nous nous trouvons ici dans le domaine des rapports fonctionnels entre des objets. Nous nous trouvons ici dans le domaine des rapports fonctionnels entre des objets et des sujets en tant qu'objets. L'administration des humains et des choses dans le cadre de systèmes techniques au sens élulien, où l'action suit la logique interne du domaine d'application. C'est bien là, ici l'application d'une idée de rationalité, d'une rationalité technique tout court. Parfois, l'instrumentalisation primaire inclut un positionnement stratégique par rapport aux lois et le caractère des objets, ce qui reflète les limites de l'autonomisation. La technique profite des propriétés des objets en les utilisant pour aboutir à certaines fins. Et dans ce processus, la discipline méthodologique de la technique mène au contrôle de tout ce qu'elle prend pour objet. Donc, on positionne chaque innovation, chaque objet technique dans l'ensemble des objets techniques. Et donc, on le renferme dans la même logique qui préside déjà au dispositif en tant que tel. Ici, c'est l'équivalent à l'injonction de Bacon, selon laquelle l'interprétation de la nature est équivalente à son contrôle et à sa direction. Dans l'instrumentalisation primaire, eh bien, aux 4 moments, si vous voulez, de réification qui sont encore un peu détachés de la vie sociale, de la technique et de la vie en société. Pour trouver cette sphère, il faut qu'on arrive en deuxième étape, en deuxième phase, c'est celle de l'instrumentalisation secondaire. Et là, je dis phase
pas parce qu'il n'y a pas une synchronicité entre l'instrumentalisation primaire et secondaire, mais parce que c'est comme ça qu'il fait une divise. Il essaie de diviser un peu ces deux moments de l'instrumentalisation. L'instrumentalisation secondaire, d'autre part, représente l'élément réflexif de la technique, ou son intégration concrète dans le monde de la vie, de la vie socioculturelle. Cette concrétisation des objets à travers la création de routines et d'autres structures intégratives est indispensable pour douer l'objet avec du sens qui la devient de l'interfaçage avec son environnement. Les processus abstraits et désincorporés de l'instrumentalisation primaire sont ainsi inévitablement accordés d'un rapport concret avec la praxis dans ce que Finberg appelle une pratique métatechnique réflexive. Une pratique métatechnique réflexive. C'est un processus, à mon avis, un processus similaire à celui de la concrétisation chez Simondon. L'objet technique s'achève en s'intégrant dans son environnement et en y perfectionnant les liens fonctionnels, mais aussi les liens opératifs avec les êtres humains et les autres objets en usage. L'objet technique devient symbole en acquérant de l'épaisseur culturelle, des propriétés expressives et non pas exclusivement fonctionnelles. Dans le monde de la vie, les normes éthiques et les coutumes codifient la praxis technique et posent des restrictions à l'action. Et l'inscription sociale d'objets après la concession et production exige la médiation de ces normes. Et c'est ici que le code technique peut être changé. Donc, je parlais de la systématisation, la médiation symbolique. En troisième place, Finberg identifie la vocation en identité. Donc la technique devient mode de vie. Devient mode de vie et transforme l'organisation sociale, par exemple par spécialisation ou différenciation. C'est-à-dire qu'avec le contact avec l'objet, le sujet y est engagé et transformé de sorte qu'il doit se définir par rapport à ce contact. Disons, un violiniste se définit par rapport au contact avec le violon. Donc il n'y a pas de violiniste sans violon. Et cette idée, et bien sûr l'intégration de l'orchestre, dépend de cette identification, de cette construction d'identité de l'être humain en tant que cyborg, disons, en interaction avec l'objet technique. Et donc là, je pense que je devrais accélérer un peu. Mais finalement, l'initiative, on arrive à la fin. Là, l'initiative se réfère à des tactiques qui peuvent être mises en place pour récupérer la place des individus et l'autonomie des individus et des communautés dans l'appareillage disciplinaire de l'instrumentalisation primaire. Ainsi, selon Finberg, si le capitalisme sépare le positionnement et l'initiative, il en reste encore des marges de coopération et de coordination. Si vous vous rappelez le positionnement stratégique des objets techniques dans le système technique de l'instrumentalisation primaire, ici, on parle d'une coordination dans une action de résistance et d'expérimentation alternative au sein même des structures de la technique capitaliste. Le système capitaliste technique. Donc c'est un peu le sommaire de la théorie de l'instrumentalisation, c'est un sommaire assez télégraphique. Donc, bien que les disciplines, ce qu'il dit pour conclure, c'est bien que les disciplines techniques fassent abstraction du contexte du monde vécu, certains aspects de l'instrumentalisation secondaire, traduits en spécifications techniques, s'y trouvent et reflètent un état précédent de la technique. Considérés du point de vue historique, les systèmes rationnels ne sont pas autonomes, mais ils sont traversés d'un bout à l'autre par la logique du monde vécu, dont ils subissent l'influence et qu'ils influencent son tour. C'est ça, c'est ici cette idée de circularité de la culture. Bien qu'on sépare instrumentalisation primaire et secondaire dans la théorie de l'instrumentalisation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retour, qu'il n'y a pas de feedback entre l'instrumentalisation secondaire et un deuxième état, disons, une deuxième étape historique d'instrumentalisation primaire. Donc ça revient à la...
Je pense pas qu'on aura le temps, mais j'avais un peu, ça conclut un peu la présentation des lignes de force de la théorie de Feinberg. Mais je voudrais, si on a le temps, je peux revenir, s'il y a des questions, je pourrais revenir sur des critiques qui ont été posées à la théorie de Feinberg, soit du point de vue heideggerienne, soit une réponse heideggerienne à la critique de Heidegger, soit une réponse vient d'Ellul à l'interprétation que Feinberg fait de soi-disant essentialisme romantique ellulien. Je ne veux pas. Nous sommes tous un peu fatigués, je trouve. Donc je pense que je vais m'arrêter par là. Et si on a des questions, on peut en revenir sur ces critiques. Merci. Merci beaucoup. Rapidement. Oui, Martin. Très rapidement. Je reviens sur le texte vers une théorie critique de l'Internet que je vais partager. Et puis, c'est marrant parce qu'en le lisant, je me disais, est-ce que c'est le passage du temps, mais ça paraît un peu décalé par rapport à ce qu'on vit, enfin, à comment est-ce qu'on conçoit les réseaux numériques aujourd'hui. Puis je voulais m'arrêter sur deux notions qui avancent. Le fait que l'Internet est radicalement indéterminé. Pour lui, alors, est-ce que ça veut dire en 2012, enfin la version un peu provocatrice, critique, en 2012, l'Internet était encore radicalement indéterminé. Aujourd'hui, on n'oserait plus dire ça à propos de l'Internet. Ou bien est-ce que c'est parce qu'il veut toujours laisser une possibilité d'un surgissement de l'inédit au sein même de ce système-là. Donc, dans ce cas-là, ça serait encore valable aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis l'autre question, c'est à propos de cette ligne communautaire qui dit il y a l'Internet serait basé sur trois grandes orientations, si on veut, le business, le communautaire ou l'information. Puis là, il dit le communautaire, c'est en gros, c'est là que pourrait se passer justement quelque chose comme ce surgissement. Mais quand on lit un peu la littérature aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que les mouvements sociaux, etc., ils sont obligés de passer par des systèmes techniques qui sont développés plus par... Et donc là, ils font quelque chose, mais en bricolant avec l'existant. Donc ils font quand même leur œuvre de justement mettre en question les choses, etc., mais en passant à travers l'existant. Et s'il y avait des initiatives qui voulaient développer des systèmes techniques marginaux ou alternatifs, là, en fait, les chercheurs aujourd'hui constatent que ça n'a pas vraiment marché, puisqu'aujourd'hui, il y a assez peu de gens qui travaillent à développer ces systèmes-là. Est-ce que je peux rajouter quelque chose à ce dernier commentaire, justement sur le fait, mais peut-être avant, pour peut-être faire la boucle, justement ce fait qu'ils travaillent déjà avec des matériaux qui sont imposés, mais aussi quand on observe ce qui se passe dans l'industrie techno-créative, les labs, genre les Fab Labs, puis tous les lieux où les gens sont supposés de bidouiller, puis de contrevenir, puis de développer des nouvelles pratiques à partir. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des lieux qui sont utiles à l'industrie, puis qui sont rapidement intégrés parce que ils vont chercher des nouvelles idées. Dans le fond, les industries vont chercher des nouvelles idées là-dedans. Oui, pour les réintégrer finalement, parce qu'ils sont pas, eux, ils veulent pas que la technique soit finie non plus. Ils réintègrent les idées, mais est-ce que c'est pour le mieux ou est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose dans cette question? C'est une question que me préoccupe énormément, c'est la question de comment est-ce qu'on passe de 2010-2012, en considérant 2010, c'est un peu difficile à dire qu'en 2010 on se trouvait toujours dans le champ de l'indétermination de l'Internet, parce que on savait déjà comment ça se passait par rapport à la surveillance, pas exactement la surveillance en ligne des réseaux sociaux numériques, mais la surveillance, par exemple, via le Telecommunications Act de 1996 aux États-Unis, que c'était très clair qu'ils avaient la coopération totale des grosses entreprises médias déjà de plus en plus concentrées. On avait 50 énormes entreprises médias aux États-Unis en 90, je pense, 80, et là on a 5, on est rendu à 5. Donc c'est tellement concentré que je pense que c'est de plus en plus difficile de voir comment ça peut être indéterminé, comment on peut offrir des espaces finalement de liberté individuelle, communautaire,
au sein de AT&T, par exemple, ou au sein des deux entreprises fusionnées, genre Monsanto et Bayer. Comment ça peut se passer? Est-ce que de la sabotage? C'est comme, je suis assez sceptique à ce rapport-là. Parce que là, on revient à une espèce de théorie réformiste, voire presque social-démocrate, où il faut convivre avec tout ça, avec le gigantisme de la technique au sens du terme. Il faut convivre avec cette autonomie économique, législative même, parce qu'ils sont de plus en plus autorégulés. Ils s'autorégulent à eux-mêmes, ils deviennent des législations pour eux-mêmes. C'est de plus en plus difficile de voir comment les espaces de liberté peuvent se gérer et se administrer à eux-mêmes au sens de la... Donc, si on voit ça de ce point de vue de gigantisme des entreprises, de ce que l'Internet est devenu dans les dernières années, on désespère. Mais c'est dans le champ de l'activisme, c'est le champ de la création des petites alternatives pour des petits groupes qu'on peut trouver des petits espaces de liberté. Par exemple, si on n'aime pas Twitter, on n'aime pas Facebook, alors on a toujours Mastodon à part. Mastodon nous permet de faire quelque chose de similaire, mais est-ce que faire quelque chose de similaire à Facebook et Twitter, c'est vraiment ça qu'on veut? De remplacer une chose par autre chose, un outil technique par un autre outil technique? Ou est-ce qu'on peut revenir à des formes de sociabilité qui nous permettent de justement discuter des valeurs, c'est très chargé, mais qui nous permet de rediscuter les priorités, les projets de société, les projets même pour nos petits groupes, pour l'avenir. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment, c'est pas la création de ces petits espaces de résistance au sein des grosses entreprises, c'est vraiment de discuter les projets. Où est-ce qu'on peut trouver des forums pour discuter les projets de société alternative? Où est-ce qu'on peut vraiment trouver des forums pour analyser, lire, mettre à jour les codes techniques et essayer de voir qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et là, après mon expérience de 2 ans à Concordia en enseignant des ingénieurs, je veux dire que pas gagné. Non, c'est mon silence du tout. Hein. C'est assez difficile. Hein. Je ne désespère pas de mes étudiants hein, là-bas, mais 90% sont absolument imperméables à une logique autre que la logique de l'efficacité de l'argent. Et ce qui est absolument compréhensible, disons, parce que il faut être aussi réaliste, mais en tout cas, la création des espaces alternatifs sont toujours perçus comme des opportunités pour créer des opportunités commerciales. On va créer quelque chose d'autre parce que finalement, il faut avoir une alternative qui nous donne de l'argent à nous. Et donc là, je me trouve toujours au sein de la critique éludienne. Au sein de la critique éludienne, on est renfermé, on se sent un peu renfermé, c'est étouffant. Ou est-ce que, je ne veux pas vous faire désespérer, mais je trouve toujours que Ellul identifie très bien l'enjeu qui est la capture totalisante de la technique, et surtout avec les big data, les bases de données de ADN et tout, on voit très bien cette convergence phénoménologique sur les technologies d'information et de communication qui donne un pouvoir immense à des entreprises, à des systèmes qui sont déjà tellement concentrés. Il faut avoir une volonté politique, économique tout à fait absente de notre monde pour briser un peu le mur et laisser entrer un peu le soleil. Mais ça, c'est moi. C'est mon désespoir, c'est mon désespoir existentiel, c'est ma lecture de Ellul et Heidegger. Ah, parce qu'il y a Anne-Marie. Oui, mais peut-être Michel. moins Michel. Donc, tu as utilisé le mot tactique à un moment donné. Hein, c'est Feinberg qui utilise les termes tactiques. Tactique. Oui. Parce que je m'en ai à dire, est-ce que finalement il se réfère à De Certeau par exemple? Parce que De Certeau est justement l'idée de bidouiller, de développer des effets bons au quotidien.
surtout que ce que tu appelais là, tantôt, ou ce que Finber appelle les existences sociales, donc il reste quand même que c'est transversal. Hein. Donc, De Certeau était justement partisan de ces, pas des stratégies, mais des tactiques hein, dans la transformation du quotidien, notamment. Oui. Est-ce qu'il fait des références? Ça se peut. En fait, Finberg fait référence à des champs tout à fait vastes. Et je pense qu'il y a des références à Certeau. Je ne suis pas sûr. Okay. Je suis pas sûr. Bon, moi, mais c'est bien identifié. Il faut que je fasse une analyse de ça, parce que s'il n'utilise pas le mot tactique, c'est bien ma perception du sens de ce qu'il veut dire. En séparant justement cette intégration des systèmes, cette intégration dans l'instrumentalisation primaire, l'intégration de toutes les techniques dans un système. Et là, ça c'est une intégration stratégique, bien sûr. Il faut intégrer tout ça dans un système préexistant. Mais au deuxième moment, dans l'instrumentation secondaire, c'est là qu'on ouvre les petits espaces dans la jungle où on peut justement s'offrir des espaces de liberté. Mais là, ma question sur Finberg, sur cette approche de l'instrumentalisation secondaire, est-ce que cet espace de liberté, cet espace d'autonomie, d'émancipation au sein de l'instrumentalisation primaire, secondaire, est-ce que ça revient au moment de liberté dans le contexte d'un système plus vaste, ou est-ce que c'est une espèce de signe de notre désespoir où on arrive à la conclusion que finalement on ne peut rien faire d'autre qu'avoir notre petite communauté et se renfermer. Je pense que Finberg est assez optimiste et je trouve ça fascinant. Mais par contre, je pense que cet optimisme est de quelque façon un peu forcé, vu même l'analyse qu'il fait de l'enjeu de l'instrumentalisation primaire. On peut, juste pour compléter, c'est que je ne sais pas si on verrait ça optimiste ou pessimiste. Moi, je pense que je mettrais ça dans la dialectique de l'hégémonie, de la contre-hégémonie. Oui. Je serais plutôt Gramscien de ce point de vue-là, parce que dans les faits, ce qu'ils essaient de voir, c'est quelle est la possible contre-hégémonie, aussi petite soit-elle. Oui. Parce que sinon, être optimiste ou pessimiste, c'est variable. Mais je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire aussi petite soit-elle. Je parlais avec un ami, un collègue italien qui écrit qui a fait une présentation sur Gramsci et la culture, mais c'est finalement un de ceux qui aurait pu être le plus pessimiste possible, c'est bien Gramsci enfermé, emprisonné complètement, alors que ses écrits sont justement à l'effet de voir qu'est-ce qui serait possible, quelle est la contre-hégémonie, comment peut-elle se développer. Donc, c'est bien, ça revient à la réponse célulienne. C'est l'idée que Finberg, oui, il présente cette potentialité comme la possibilité de nouvelles synthèses, disons, l'étape suivante d'une dialectique, mais il y a des auteurs qui questionnent ça à cause qui voient dans ça une surestimation de la capacité d'action des contre-pouvoirs, des contre-hégémonies. Est-ce que ces contre-pouvoirs, ces contre-hégémonies, ces mouvements localisés peuvent représenter quelque chose d'autre que des actions localisées? Oui. Je ne refuse pas l'idée que ce soit possible, c'est juste que ça me paraît assez optimiste, même dans le cadre d'une interprétation dialectique. C'est-à-dire, c'est de ce point-là qu'on peut trouver la réponse à l'hégémonie du système technique. Et est-ce que ces forces-là sont vraiment progressistes et émancipatrices?
Parce que je ne suis pas convaincu. Parce qu'on a vu un énorme backlash réactionnaire dans ces dernières 10 années, qui ont, eux, ont réussi à trouver des endroits de liberté pour eux-mêmes au sein des systèmes et ont réussi à manipuler des systèmes, à trouver des endroits qui ont facilité leur action dans ce système. Donc, où est le côté progressiste de... Bah, on a, bien sûr, mais là, la puissance de ces mouvements réactionnaires, ça démontrait un peu qu'on n'est pas forcément dans le champ d'une politique progressiste et émancipatrice. Malheureusement, je ne dis pas ça pour célébrer la montée des réactionnaires, hein. C'est pour dire que et je peux ajouter, ce que m'intéresse à ce moment-là, c'est de faire une petite recherche sur ce que certains auteurs ont appelé le modernisme réactionnaire, notamment des philosophes qui sont penchés sur la question de la technique à l'Allemagne de Weimar et l'Allemagne entre la guerre franco-prussienne et l'apparition de l'école de Francfort. Donc, par exemple, déjà, ce qu'on peut voir sur la technique chez Spengler et Friedrich Schiller, qui en 1946 a écrit un texte sur la technique qui est tout à fait, pas vraiment lu du tout, mais qui est tout à fait assez pertinent pour comprendre ce que Heidegger la tradition un peu réactionnaire qui Heidegger interprétait et transformait, et la tradition réactionnaire à laquelle l'école de Francfort a essayé aussi de répondre. Et là, je pense qu'on peut y aller pour essayer de trouver les parallèles avec le moment qui ont vu ces propositions de recherche. Je vais vous donner la parole, mais je ne sais pas si vous avez entendu ce matin une nouvelle qui mériterait vraiment d'être élaborée. C'est un journal brésilien, la Folha de São Paulo, qui aurait révélé donc en fait que le candidat à la présidence au Brésil d'extrême droite bénéficierait en fait d'une stratégie de fausses nouvelles en fait sur les réseaux sociaux numériques, sur WhatsApp notamment, qui serait d'ailleurs à laquelle contribueraient les grosses entreprises brésiliennes. Oui, c'est effrayant. Les enjeux sont critiques. Hein, et on reverrait le système techno-économique, une illustration. Oui. Et je pense qu'il vaut vraiment la peine de revenir à cette idée, à cette vision holistique d'un système techno-économique. C'est un angle, je pense, assez intéressant et que peuvent être intégrés, au moins, que peuvent être croisés avec la théorie critique. C'est ça que je pense qu'il y a vraiment ce serait vraiment pertinent de... Ça rejoint quasiment les trucs de Inès avec le contrôle, le contrôle des connaissances, même si c'est des fausses connaissances, le contrôle puis par les intérêts. Mais un des défis, par exemple, avec les ingénieurs et les étudiants de génie, c'est de faire percevoir le système technique comme quelque chose qui est en train comme on disait, de lui faire venir dans le système, de leur intégrer dans le système, quoi que ce soit, ces idées sur, par exemple, l'activisme social, tout peut être intégré dans le système, c'est un système omnivore. Et donc, au Brésil, actuellement, et j'ai des collègues qui travaillent là-bas, c'est un moment effrayant. Parce qu'on revient, c'est pas en tournée à la droite, c'est vraiment un retour à quelque chose qui on connaît très bien au monde lusophone, totalitarisme, militarisme. Et le candidat Bolsonaro se présente lui-même comme le Trump des tropiques. C'est nice que l'expression. Oui, mais pour ce que a appelé Bolsonaro, c'est vraiment son point. C'est super qu'il se présente comme Trump parce qu'en fait, il va faire le Brésil. L'une de ses promesses d'ailleurs, c'est d'autoriser les États-Unis à installer des bases militaires au Brésil. Il y avait d'autres interventions là, je pense. Oui, écoutez, moi je pense que s'il est peut-être trop optimiste, le mérite de Feinberg, c'est aussi de proposer une troisième voie qui est nécessaire.
Et pour revenir au modèle communautaire dont Martin parlait, dans l'article, Finberg insiste beaucoup sur la notion de réciprocité, surtout au niveau politique. Puis, par les temps qui courent, j'étudie le discours politique entre les élus et les citoyens. Puis, cette réciprocité, elle est pratiquement absente. Alors, la constitution des communautés en autonomie et en espace de liberté exige la réciprocité et en espace de communication où les rapports entre êtres humains peuvent être vraiment social, c'est passé dans une logique sociale et pas dans une logique d'aliénation, de capture de données, par exemple. Bâtir ces espaces est vraiment le premier enjeu de la création d'une alternative, de plusieurs alternatives. C'est un peu paradoxal parce qu'on n'a jamais eu probablement dans l'histoire autant de moyens de réciprocité. Tout à fait, c'est vrai. Parce que c'est la principale fonction qui a disparu au fur et à mesure. L'appareil, que ce soit même la caméra de film, elle était à la fois, on pouvait filmer et projeter avec la même chose pour les premiers gramophones et autres, on pouvait à la fois enregistrer et tout. Il a fallu finalement la Deuxième Guerre mondiale et les années 50 pour qu'il y ait possibilité d'enregistrement et de reproduction dans les appareils. Donc, c'est assez particulier qu'on en arrive à ce constat-là, qu'il n'y ait pas de réciprocité alors que les outils le permettent. Oui. Je vais peut-être rajouter un mot parce que j'ai eu l'occasion, le fameux texte dont il est question, vers une théorie critique de l'Internet, en fait, il se trouve que j'avais, avant que Oumar ne le traduise pour la revue Éthique et Société, j'étais en contact avec Finberg et puis je lui ai demandé, parce qu'il m'avait proposé son texte qui correspondait à l'introduction d'un ouvrage en langue anglaise, il m'avait proposé en fait de le faire traduire en français pour pouvoir le publier dans la revue. Et puis j'ai échangé avec lui et je lui avais dit, on ne fait pas comme ça dans la revue, on va considérer que votre texte, vous l'envoyez et puis il va être évalué. Et puis on avait finalement, je lui ai fait une série de commentaires pour retravailler son texte. Étonnant. Et il y en a un sur lequel il n'a absolument pas, et ça rejoint tout à fait ce que tu disais. Je trouvais par exemple que la façon dont il abordait la notion de communauté, ça n'avait aucune consistance conceptuelle. Et que donc le terme de communauté était vide de sens pour moi. Et je lui ai fait référence au terme de communauté et je suis revenu aux questions de communauté, aux notions de Durkheim en France, Tönnies en Allemagne, Gemeinschaft, Gesellschaft. Mais il a refusé complètement d'élaborer sur la question de la communauté. Ça renverrait, je pense, à la question des fameux acteurs, la question du pouvoir, du politique. C'est comme si c'était quelque part un angle mort, en fait. Mais est-ce que ça serait pas parce que comme le terme communauté, c'est comme une espèce de topos vide, là. Dans le fond, c'est comme tout de suite associé au petit, des termes que c'est tout de suite associé à quelque chose de bien. Tu sais, il oppose communauté, industrie, puis là, pas besoin de développer sur communauté parce que c'est dans la catégorie du bien. Puis là, tu sais, on a toute une espèce d'idée qui vient, puis on est capable de plaquer plein de valeurs, plein de choses à ce terme-là, puis ça le laisse un peu vide, puis sans explication. Là. C'est pas sans contradiction. Non, en fait, mon hypothèse, mais j'ai jamais développé ça, mais je l'avais déjà dans les années 95, quand il était beaucoup question d'expression de communauté virtuelle. Le terme communauté, je pense qu'il a été conceptualisé en langue française, en langue allemande. Et il n'a pas été conceptualisé en langue anglaise. Le terme community en anglais, je ne connais pas, par exemple, de sociologue anglophone qui a travaillé sur le terme de community, comme l'ont fait des chercheurs en France et en Allemagne. Et je me demande si ça n'a pas un lien, s'il n'y a pas une question linguistique qui joue. Oui, vous connaissez certainement Gary Barney, qui a été avec Finberg. Pas mal de ses écrits travaillent la question de communauté en ligne, de communauté au sens la transition de communauté pour faire quelque chose. Et notamment, je pense qu'il a écrit un texte avec Finberg où justement ils reviennent à une notion d'Albert Borgman, c'est la notion de choses et pratiques focales.
Donc la communauté, ça peut être expliqué via Borgman comme l'endroit ou l'endroit social, la constitution sociale d'endroit où il y a quelque chose de focal qui constitue la communauté. Donc c'est un peu une notion un peu circulaire, l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe dans la communauté, il y a quelque chose autour de laquelle la communauté se forme, et là, ça explique l'évolution, la création, les enjeux intérieurs à la communauté. Donc c'est cette idée qu'une communauté se forme autour de, qui laisse justement l'essence de la notion de communauté elle-même complètement vide. Encore une fois, là, Borgman est assez latéral à cette discussion aussi. Parce qu'il y a une différence entre communauté des acteurs, identifiant des acteurs précis, et communauté, puis en allemand, je crois, parce qu'on a déjà eu des problèmes de traduction autour du terme communauté. L'idée, c'est un espace. C'est un espace où il y a des enjeux, mais les acteurs, on ne les identifie pas. Oui. Alors que là, finalement, avec l'idée de communauté, on a l'idée ici, comme par exemple les pratiques communautaires, les médias communautaires, etc. C'était local, collectif. On voit déjà les individus supportés par les mouvements sociaux, différents groupes. De pas beaucoup d'argent. C'est déjà quelque chose, on identifie comme ça. C'est des paramètres. On a déjà les paramètres quand on parle de communauté. Et d'ailleurs, quand on utilise le mot communautaire en France, les gens nous regardent, non, il faut utiliser associatif automatiquement pour la traduction de texte du français québécois au français. On utilise médias associatifs, on le fait dans un cadre d'un colloque, médias associatifs et indépendants, mais ça veut dire communautaire. Après, évidemment, qu'on définit dans le texte, on remonte au terme de communauté, tout ça. Mais c'est pas évident. C'est une connotation plutôt négative. C'est surtout associé communauté culturelle. Voilà, c'est ça. Dans associatif, il y a plus on sent plus les acteurs présents, puis on voit plus comme une idée d'intérêt, comme ça fait moins. C'est aussi que là dans son texte, il réfère à ces communautés de web ou quelque chose comme ça. Des communautés qui sont toujours citées dans le grand vide puis du web ouvert, etc. Donc il fait aussi directement le lien avec quelque chose qui en fait puis qui n'existe plus, puis ça a été pas mal déconstruit. Que, en fait, ils n'avaient pas forcément ni la capacité ni la volonté de pouvoir changer les choses. Oui, déjà, c'était une communauté assez renfermée sur même du point de vue géographique et tout. C'est pas un super exemple la communauté virtuelle tant qu'on puisse appliquer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Est-ce que ce sera le mot de la fin ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Je pense que j'étais déjà dépensé pas mal d'énergie à tout le monde. L'énergie bien investie.